Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Je remercie avant tout Monsieur Bernard Lugan de nous faire l'honneur et le plaisir d'être là parmi nous, et je le remercie au nom de tout le monde et de tous les Marocains, car Monsieur Lugan a pu constater qu'il a énormément de fans, même parmi les profanes, pour faire un jeu de mots, qui connaissent son œuvre, son travail, car effectivement on ne le présente plus, mais je vais tenter de le faire le plus rapidement possible, car le parcours est extrêmement lent et riche. Alors vous êtes historien, spécialiste de l'Afrique. Vous avez fait une double thèse de doctorat concernant le Rwanda. Vous avez vécu au Rwanda d'ailleurs plusieurs années, donc vous connaissez l'Afrique non pas comme un universitaire qui la verrait de loin du haut de sa tour d'ivoire, mais vous êtes déjà né en Afrique, à Meknès au Maroc, et vous y avez vécu au Rwanda notamment. Et de même, vous êtes un grand pourfendeur du politiquement correct. Et d'ailleurs, vous avez milité pendant des années pour rétablir la tradition du duel en France. Car avec vous, c'est pas demain devant le juge, mais c'est demain matin à l'aube. Et d'ailleurs, c'est un marqueur, parce que dès qu'un chercheur et un historien est attaqué par les universitaires, je me dis, on tient le bon, c'est lui le bon. C'est le plus pertinent, le plus efficace, celui qui a la bonne grille de lecture, qui ne projette pas de l'idéologie sur le terrain africain. Alors pour contextualiser, avant de vous poser la première question, l'antagonisme entre le Maroc et l'Algérie n'est pas nouveau. Je n'apprends rien au public ici présent, ni à vous. Il remonte à il y a très longtemps, et d'ailleurs votre approche est atypique en ce sens qu'elle revient aux racines de l'histoire pour expliquer les phénomènes géopolitiques contemporains et géostratégiques. Mais depuis quelques années, on a remarqué une forme de montée au crescendo des tensions provenant uniquement de l'Algérie, parce que le Maroc a toujours eu la stratégie de la main tendue, notamment depuis l'élection d'Al-Mejid Tebboune, qui n'a pas cessé de mettre de l'huile sur le feu, allant jusqu'à la rupture diplomatique totale avec le Maroc, en passant par le non-renouvellement du gazoduc, qui a posé des problèmes à tous les pays de la région, à l'Espagne, au Maroc et à l'Algérie elle-même. Alors, première question, que veut l'Algérie, que cherche l'Algérie? Ce que veut l'Algérie, c'est que l'Algérie se cherche. Elle se cherche parce que si l'on a une approche dans la longue durée, si l'on veut sortir de l'immédiateté, si l'on veut échapper aux slogans, aux à peu près et aux raccourcis, il faut avoir toujours la vision brodélienne, c'est-à-dire la vision sur la longue durée, la longue distance. La longue distance et la géographie. Il faut partir du réel. Premier réel, c'est la terre. Deuxièmement, les hommes. Comment les hommes vont-ils vivre en société sur un milieu particulier sur lequel ils vont développer leurs États? Voilà, ça c'est le point de départ. Tout le reste c'est de la philosophie, c'est de l'idéologie. Alors quand nous sommes en présence du Maroc et de l'Algérie, la question qui se pose est une question qui est très simple. Nous avons d'un côté, et ça comme je le dis souvent quand j'interviens devant des publics français qui le comprennent, facilement, quand le roi de France, Hugues Capet, est élu roi de France en 987, la monarchie marocaine a déjà 2 siècles d'existence. Donc nous sommes en présence au Maroc d'une civilisation, d'un État qui est plus que millénaire. Et lorsque nous sommes en présence d'un État millénaire, il est évident que l'évolution de cet État millénaire n'est pas linéaire. C'est une évolution qui va se faire en dents de scie. C'est une évolution qui va connaître des périodes de grandeur, qui va périodes d'effacement, des périodes de faiblesse. Mais la nation est là, l'État est là. Face à cette immense profondeur historique, nous avons un jeune État, une jeune nation. Il n'y a rien de péjoratif à cela. Toutes les nations n'ont pas une existence millénaire. L'Allemagne est née au lendemain de la défaite française de 1870. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des Allemands avant, mais l'Allemagne, l'Italie naît dans les années 1860. Les États-Unis d'Amérique naissent dans le combat contre le colonisateur anglais. C'est une réalité. Alors le problème que l'on a souvent avec certains responsables algériens, et moi j'en connais pas mal, parce qu'ayant été professeur à l'école de guerre, j'ai eu des stagiaires algériens, j'ai eu des stagiaires, des officiers algériens, des officiers marocains, etc. Et j'ai toujours été frappé chez mes
élèves, mes stagiaires algériens, par une idée qui est une sorte de complexe, disons-le carrément, un complexe. Un complexe comme si le fait d'être né sous forme d'État seulement en 1962 faisait que l'on avait une sorte de récrimination vis-à-vis de cette grande profondeur, cette immense construction historique à l'ouest qu'est le Maroc. Je crois que nous sommes plus que dans une affaire de géopolitique, nous sommes dans une affaire, j'allais dire, presque mentale. Je ne vais pas dire psychologique, parce que le terme ne serait pas bon. C'est un schéma freudien où il faut tuer le père. Non, je ne veux pas entrer en... Mais disons, il y a une sorte de complexe. Alors je vais prendre une autre image, là, une image qui évidemment ne va pas plaire à tout le monde. C'est un peu l'image, je donne un peu par rapport à la société française. Les vieilles maisons, les vieilles familles. Et par rapport à ceux qui, au lendemain de la Révolution française, étaient ceux que l'on appelait les acheteurs de biens nationaux, ceux qui avaient acheté les biens des anciennes familles qui avaient dû quitter au moment de la Révolution. Il y a, si vous voulez, chez certaines élites algériennes, une sorte de ressentiment, de complexe, d'état non avoué d'infériorité par rapport à ce qu'on peut appeler une vieille maison. C'est-à-dire, voilà, je ne dirais pas les parvenus, parce que ce serait un terme qui serait désobligeant et qui ne conviendrait pas, mais il y a de grandes différences entre ceux qui n'ont pas besoin de s'affirmer, parce qu'ils sont. Le Maroc n'a pas besoin de s'affirmer, il est. Un pays comme la France n'a pas besoin de s'affirmer, il l'est, avec ses effondrements actuels, mais ça c'est un autre problème, mais il l'est. Tandis que souvent, si vous voulez, c'est un petit peu la différence qui peut exister entre le nationalisme et le nationalitarisme. D'un côté, c'est une réalité, et de l'autre côté, c'est une volonté d'affirmation. Et c'est, à mon avis, le cœur du problème. C'est le cœur du problème qui est ce premier élément. Le deuxième élément, et là, la carte est très instructive, cette carte, parce que si vous regardez bien cette carte, que voyez-vous? Vous voyez que l'Algérie, en fait, c'est une toute petite façade maritime sur la Méditerranée. C'est rien du tout. Avec un énorme ventre, un énorme abdomen qui occupe toute la partie centrale du Sahara. Et cet énorme ventre, qui se termine par une toute petite tête sur la Méditerranée, est très fragile. Parce que la Méditerranée, c'est un lac. C'est un grand lac. Et la Méditerranée peut être fermée demain. Hein. Il suffit de mettre quelques mines dans le détroit de Gibraltar et la Méditerranée est fermée. Le Maroc, totalement différent. Le Maroc est complètement tourné vers le grand large. Et tourné vers le grand large, il l'est d'autant plus qu'il a récupéré ses provinces du Sud et qu'il s'étend de Tanger jusqu'à la Mauritanie. Ce qui fait que l'un dispose de richesses minières, pétrolières, mais enfermées dans une sorte de cul-de-sac méditerranéen, et l'autre, qui n'a pas ces richesses pour le moment, parce qu'on en découvrira sur la façade maritime, est totalement tourné vers le grand large, vers l'océan des contacts, c'est-à-dire vers le prochain millénaire. Et là, c'est fondamental, parce que pour les Algériens, pour certains Algériens, c'est insupportable. C'est insupportable de voir que, en plus de son passé historique, en plus de ses atouts civilisationnels, le Maroc dispose de cette réalité qui est la réalité géographique. Et on ne ment pas à la géographie. Alors ceci est tout à fait important parce que je rebondis sur l'histoire. Parce que chaque fois que je parle d'analyse contemporaine, je me réfère toujours à l'histoire. La tradition maritime marocaine est ancienne, contrairement à ce que certains historiens ont écrit il y a quelques dizaines d'années. Le Maroc a une tradition maritime très profonde. La marine marocaine était une marine qui rayonnait sur plusieurs mers du globe. Il y a eu, effectivement, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, une période d'effacement
dans l'histoire maritime marocaine. Et quand le protectorat va débuter, Lyautey va constater une chose, c'est que le Maroc, en fait, s'est renfermé sur son intérieur. Le Maroc a tourné le dos à sa tradition atlantique. Et Lyautey va essayer, dans un premier temps, de retourner le Maroc à la fois vers la mer, d'où Port Lyautey, etc., d'où les constructions des ports, etc. Et avec le roi, Sa Majesté Hassan II, il y a eu le retour profond à cette grande tradition atlantique avec la politique de récupération des provinces du Sud. Ce qui fait que le Maroc a non seulement renoué avec son passé territorial, avec son passé historique, mais avec sa vocation. Car le Maroc est un pays également maritime, ce n'est pas qu'un pays continental. Ceci est fondamental. L'Algérie ne sera jamais une grande puissance maritime. Alors, il y a deux éléments fondamentaux que vous évoquez. Le premier, c'est le fait que l'Algérie n'a pas de tradition étatique, contrairement au Maroc, qui a développé une étaticité pendant plus de 1000 ans. Mais il y a également un problème de conscience historique de soi-même, du côté algérien. Parce que quand vous parlez de l'Allemagne et de l'Italie, il y a quand même un rôle fondamental de l'élite germanique, avant de devenir allemande en tant qu'État, qui a été capable de fonder un État qui n'a pas de complexe d'infériorité vis-à-vis des puissances européennes. Il en va de même pour l'Italie. Donc dans le cas de l'Algérie, vous dites, effectivement, c'est pas grave d'être une nouvelle nation. Je veux dire, c'est pas un crime, il y a des grandes nations qui sont nouvelles et jeunes. Mais n'est-ce pas un problème d'élite du côté algérien? Parce que peut-être le FLN a liquidé toute l'élite, toute la grande bourgeoisie commerçante, etc., qui aurait pu fonder un État en paix avec lui-même et en paix avec ses voisins. Alors, là encore, je vais reprendre une approche historique. Il y a eu, dans le passé, un État qui a existé dans à peu près les frontières actuelles de l'Algérie. C'était le royaume berbère des Macéciles, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et ce royaume, ensuite, a été détruit par Rome, dans la grande politique romaine de Nord-Afrique. Et depuis les Macéciles, il n'y a plus eu d'État dans les frontières actuelles de l'Algérie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de brillantes réalisations. Il y a eu des réalisations extraordinaires. Par exemple, Tlemcen, Bougie. Mais, et ceci est fondamental, Tlemcen et Bougie n'ont jamais constitué un État, alors que Fès et Marrakech ont constitué l'Empire marocain. Vous voyez, c'est là, on est... Alors pourquoi Tlemcen et Bougie n'ont-elles pas débouché sur la constitution d'un État? Tout simplement parce que c'est le problème du Maghreb central. Le Maghreb central qui est pris en étau entre le Maroc et Tunis. Et toute l'histoire du Maghreb central va être une histoire de tentative de survie entre les deux pôles, oriental et occidental, qui l'enserrent. Et les seuls moments d'autonomie de Bougie ou de Tlemcen vont être les moments d'affaiblissement du Maroc ou de Tunis. Et à aucun moment, il n'y a eu, si vous le voulez, une mayonnaise qui a pris. À aucun moment, il n'y a eu une synthèse. À aucun moment, ni Tlemcen ni Tunis n'ont été la matrice unificatrice, comme le furent, sous des dynasties différentes, Marrakech ou Fès. Et ça, c'est essentiel. Ça, c'est fondamental. Si vous voulez, c'est la grande vision historique que l'on a. Ensuite, arrivent les Ottomans. Et les Ottomans, en Algérie, dans ce qui va être l'Algérie, vont avoir une politique totalement différente de ce qui va être la politique en Libye, par exemple. Parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce qui va devenir l'Algérie, le vilayet d'Alger, n'a jamais été pour les Turcs une possession oubliée et secondaire. Ça, c'est totalement faux. Ça a toujours été un point essentiel. Alors, un point essentiel, déjà, dès le début, contre le Maroc. Parce que si l'Europe a échappé à la conquête turque, merci au Maroc.
Merci au Maroc, parce que la conquête turque va buter sur la Moulouya. Elle va buter sur la Moulouya, et la paradoxe de l'histoire, c'est pour ça qu'il faut prendre quand même de la hauteur, et il faut avoir une vision qui sort des clichés et qui sort des à peu près. Je fais une parenthèse sur la manière dont les Turcs vont être vaincus sur la Moulouya. Ils vont être vaincus par qui sur la Moulouya? Par l'alliance de qui? Du Maroc et de l'Espagne. L'Espagne qui, quelques décennies avant, a procédé à l'expulsion des Morisques et qui va se retrouver partenaire militaire avec le royaume du Maroc contre l'invasion turque. Et il va y avoir une alliance de fait qui va se produire à ce moment-là, lorsque notamment la garnison espagnole d'Oran, qui est dirigée par le marquis del Caudete, va prendre à revers les forces turques que les Marocains venaient de culbuter. Donc, si vous voulez, l'histoire est complexe, l'histoire est compliquée. L'histoire n'est pas faite que de blanc et de noir. Il y a des tranches qui sont de couleurs différentes. Alors donc, les Turcs, pourquoi les Turcs ne vont-ils pas laisser en Algérie se développer un pré-État national? Ce qui va se passer en Tunisie, ce qui va se passer en Libye, et en Égypte largement, mais pour d'autres raisons. Parce que les responsables turcs qui sont sur place à Alger vont vouloir maintenir le statut colonial, le vrai statut colonial, avec les Ottomans qui sont vraiment à la tête de cette administration, de ces trois vilayettes qui vont constituer l'Algérie plus tard. Et pour maintenir leur pouvoir, il leur faut une caste militaire. Et cette caste militaire, ce sont les janissaires. Il va y avoir à peu près 4 à 5 000 janissaires qui vont tenir une partie de l'Algérie alliée à un certain nombre de tribus qui vont être les tribus qu'on appelle les tribus marsaines. Et le recrutement des janissaires se fait en Turquie. On ne recrute pas des janissaires au Maghreb. Le janissaire, c'est un Européen. Le janissaire, c'est un Slave. C'est un Serbe. C'est un enfant kidnappé, qu'on enlève dans les zones chrétiennes qui sont contrôlées par les Turcs. Un garçon sur 4 doit être donné pour former les janissaires. Ils sont enlevés à leur famille, ils sont élevés, et on a fait la troupe d'élite des janissaires. Et le recrutement des janissaires se fait dans ces zones. Et non pas au Maghreb. Ce qui fait que le pouvoir turc d'Alger dépend toujours étroitement de Constantinople, parce que c'est Constantinople qui lui envoie cette force militaire. Ce qui fait que ce premier point va empêcher la naissance d'une élite pré-nationale. En plus de cela, il y a le problème kabyle, parce que les Ottomans ne sont jamais rentrés en Kabylie. Entre la direction turque d'Alger et la direction turque de Constantine, il faut passer soit par la mer, soit en achetant le droit de passage aux tribus kabyles qui ne laissent pas passer les Turcs. Donc, il n'y a pas du tout d'évolution vers un État pré-national. Et puis vont arriver les Français. Alors j'allais dire que là, c'est le summum. Parce que passons la première période française, qui est la période, j'allais dire, d'approche intelligente, réelle, où il y a un frein au colonna. Il y a une volonté, une prise de conscience du fait que ce territoire n'est pas la France. Et que la vocation de la France n'est pas d'y rester. Souvenez-vous des débats qui vont avoir lieu en France. Que fait-on de cette conquête après 1830 ? Qu'est-ce qu'on en fait ? On part, on revient, bref. Finalement, de fil en aiguille, la conquête se développe. Et la grande catastrophe pour l'Algérie, ça va être la fin de l'empire de Napoléon III. Parce que l'empereur Napoléon III avait une vision très, très décentralisée. Il disait, bon, une formule qui est fausse, parce que je veux être l'empereur des Français et des Arabes. Alors en Algérie, ce n'était pas des Arabes, c'était essentiellement des Kabyles, des Berbères. Mais il avait cette vision, je veux dire, ethno-différentialiste.
Ce qui est le propre de toute logique impériale, contrairement à l'État-nation. Et l'État-nation arrive après 1870, c'est-à-dire la République. Et la République qui va tuer absolument tout ce qui pouvait exister encore d'élite au sein de l'Algérie. Et la République va jacobiniser. La République va vouloir transformer les Algériens en Français. C'est-à-dire toujours cette mission universaliste, massificatrice, etc. Une parenthèse sur Lyautey. Quand Lyautey arrive au Maroc, sa première phrase, surtout ne pas algérianiser le Maroc. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire mettre les Algériens au Maroc. Ça veut dire ne pas administrer le Maroc comme a été administré l'Algérie, c'est-à-dire avec des préfets qui arrivent de Lyon, qui demain sont préfets de Constantine, etc. Suppression des bureaux arabes, etc. Donc, la victoire qui va être donnée à la colonisation massive, à la colonisation égalisatrice, à la colonisation républicaine, qui va faire que les élites algériennes qui restaient, qui étaient les élites tribales, etc., vont être massifiées dans la République. Prenez l'exemple de la révolte de Mokrani. Mokrani qui est un grand seigneur. La révolte de Mokrani, la révolte de Kabyle de Mokrani. Mokrani est chef féodal de toute une partie du Constantinois. Et Mokrani est allié aux Français. Son père, d'ailleurs, a été un des premiers alliés aux troupes françaises. Et du jour au lendemain, après la révolution de 1870, Mokrani est convoqué par le général commandant la région de Constantine, avec lequel il a d'excellents liens, et il lui dit écoutez mon ami, il y a une révolution qui est faite en France, maintenant ce ne sont plus les militaires qui dirigent, votre titre disparaît, vous êtes, écoutez-moi bien, vous devenez conseiller municipal du village dans lequel est votre résidence. Mokrani, mais attendez, on parle de quoi là? On parle de quoi? Et Mokrani va se révolter. Une révolte aristocratique contre justement cet aspect jacobin qui a été introduit par la République, par cet esprit démocratique et égalitaire. Et ce qui va se passer, c'est que au moment de l'indépendance, les élites algériennes, car il y avait des élites, auront disparu. Soit elles ont été totalement francisées, elles ont été liquidées par le FLN, soit elles ont été complètement dépassées par des élites révolutionnaires issues du parti de la résistance algérienne, du FLN, etc. Tandis que au Maroc, et en Tunisie un peu moins, mais toujours au Maroc, si vous prenez la liste des dignitaires à la veille du protectorat, des dignitaires dans l'administration, etc., et vous reprenez la liste au lendemain de l'indépendance, ben vous retrouvez bien souvent les mêmes familles. Pourquoi? Parce qu'il y a des élites traditionnelles. En Algérie, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est ça, c'est le grand problème. C'est-à-dire que les élites algériennes ont été broyées, mais comme en France. Comme en France, les élites régionales ont été broyées par la République, ont été broyées par la Révolution française, ont été broyées par le jacobinisme. Et en fait, la France a exporté en Algérie la Révolution de 1789. Et avec tous ces principes délétères, et ces principes qui font que l'on arrive à des résultats catastrophiques. Et j'allais dire, heureusement pour le Maroc, que Lyautey est arrivé plus tôt. Imaginez si le Maroc avait été dirigé à l'époque du protectorat par un représentant issu de l'élite jacobine, ce qui serait passé. Haine de la monarchie, haine des élites traditionnelles, etc. Le Maroc aurait été détruit. Donc voilà, grosso modo, si vous voulez, si on veut prendre un peu sur la longue durée le phénomène de l'évolution, pourquoi certains éléments existent. J'étais un peu long peut-être là dans ces... Non, au contraire, on apprend en permanence avec vous.
Alors, il y a premièrement, si j'ai bien compris, il y a le fait que, enfin, le malheur des territoires qui constituent actuellement l'Algérie, car ça n'a jamais été l'Algérie historiquement, c'est que ces territoires ont toujours été administrés directement par les deux empires qui sont succédés. Les Turcs à travers des janissaires, qui sont une population, c'est une xénocratie, c'est-à-dire c'est des étrangers qui sont amenés dans un territoire. Mais pas en Kabylie, parce qu'ils n'ont jamais administré la Kabylie. Mais le reste des territoires. Toujours, ouais. D'accord, donc c'était administré directement, donc ça a empêché l'émergence d'une élite consciente d'elle-même, etc. Et puis il y a eu la colonisation avec une approche plutôt de gauche, universaliste, déracinante, qui a déconstruit les derniers germes qui auraient pu... Même quand elle était de droite. D'accord. De gauche ou de droite, c'est toujours le même système. Donc c'est plutôt républicain, monarchiste comme Lyoté, donc c'est plutôt ça le clivage entre les deux. Et donc j'ai deux questions rapidement. La première, c'est que peut-on dire que le messianisme que va adopter l'Algérie durant la guerre froide à travers le panarabisme a été une manière d'exister quand même, malgré l'absence de possibilité historique d'exister indépendamment de tout messianisme. Était-ce une forme de fuite en avant, comme pour mieux cacher l'absence de profondeur historique? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, elle est corrélée à la première. Parce qu'au fait, quand on n'a pas de tradition étatique, on a quand même un fond historique. Il y a du commun entre l'Algérie et le Maroc. Et Sa Majesté le Roi le rappelle en permanence, cette fraternité, parce qu'effectivement, l'Algérie a toujours participé du rayonnement marocain à travers les consolidations politiques que furent les différents empires marocains, et donc elle aurait pu se prévaloir et invoquer cet héritage commun qu'elle a vécu à travers le Maroc et avec le Maroc pour continuer à exister en tant qu'État frère. Comment ce basculement a été fait quand même vers une forme de haine et d'hostilité, alors qu'il y avait tous les moyens d'une forme de fraternité sans qu'il y ait eu de complexe ni d'antagonisme? Il y a une question supplémentaire que je n'ai pas abordée. C'est que l'Algérie, dès les années 1946-49, au sein du courant nationaliste algérien, vont exister deux courants. Le courant berbériste et le courant arabiste. D'où la fameuse crise berbériste des années 49-50, qui vont voir au sein du mouvement de Messali Hadj l'éviction progressive des berbéristes et leur remplacement par les arabistes. Il y avait deux approches qui étaient les suivantes. Les nationalistes d'origine berbère, les kabyles, orésiens, disaient, avant de lancer le mouvement d'indépendance contre la France, nous devons définir entre nous quelle sera la définition de l'Algérie de demain. L'Algérie sera-t-elle un État arabe ou un État arabo-berbère ou un État berbéro-arabe? Sacrilège, sacrilège pour les arabistes. Ce qui fait que les arabistes vont l'emporter. Au sein du courant berbériste, il va y avoir une sous-division qui va dire, bon, la priorité, c'est l'indépendance, on réglera ça entre frères après l'indépendance. Et les berbères se sont fait rouler dans la farine par le courant arabiste. Et ce courant arabiste va développer une fausse histoire, dès le début. Une fausse histoire qui va être la suivante. L'Algérie a toujours existé depuis l'islamisation, c'est-à-dire depuis le 8e siècle, grosso modo, et à partir du moment où les Berbères se sont convertis à l'islam, ils font partie de la nation arabe. Donc, ça a été le moyen pour l'Algérie, je réponds à votre question, de tenter de dépasser deux problèmes. À la fois le problème de la cohésion interne et deuxièmement le problème de l'affirmation internationale. Donc là, nous sommes au cœur du problème. Si vous voulez, c'est toute la querelle entre le GPRA et l'armée des frontières. Là, on est vraiment au cœur même de, si vous voulez, j'allais dire, de la question philosophique algérienne aujourd'hui. Et lorsque l'on a vu, n'est-ce pas, certaines manifestations du Hirak,
et certaines discussions qui se sont produites quelque temps avant, l'on voit que ce non-dit ressort. Ce non-dit ressort. Parce que, reprenons encore l'histoire de l'Algérie. Le congrès de la Soumam était un congrès qui définissait une Algérie algérienne indépendante qui était laïque et pluriculturelle. Ce qui fait que le courant arabiste qui va être incarné ensuite par les gens comme Ben Bella, comme toute l'équipe autour de lui, va dire mais non, c'est une tentative berbère, et ils vont donc liquider. Ils vont se réclamer ensuite, bien sûr, du congrès de la Soumam, mais en le vidant complètement de sa nature. Et depuis quelques années, si vous suivez bien la politique algérienne, on revient sur l'idée de la Soumam. L'on revient sur l'idée du congrès de la Soumam. Et c'est pour cela que l'État actuel algérien, comment dirais-je, le système algérien ne peut pas le supporter. Parce qu'il sait très bien que si ce courant l'emporte, c'est leur rente de situation qui disparaît. Et c'est leur éviction. Parce qu'ils ne tiennent que par comment dirais-je, ils ne tiennent que par cette manipulation. Et le peuple algérien, la partie consciente, le sait très bien cela, le sait très bien. C'est pour ça que le système algérien est fragile, et plus il est fragile, et plus il se durcit. Et plus il se durcit, et plus il lui faut des boucs émissaires. Et plus il lui faut des boucs émissaires, et plus on a les deux adversaires, les deux boucs émissaires traditionnels, c'est-à-dire tantôt tantôt le Maroc, tantôt la France. Alors, on dirait, avec la France, c'est facile, parce que les élites françaises sont des élites qui vivent couchées, tandis qu'au Maroc, c'est un peu plus difficile, parce qu'il y a plus de colonnes vertébrales. D'ailleurs, vous avez répondu à une question que je comptais poser, donc je vais la poser un peu autrement pour approfondir. Alors effectivement, le narratif et les mythes fondateurs invoqués par le FLN ne sont fonctionnels que dans un schéma de conflictualité. On a toujours besoin d'un ennemi extérieur pour maintenir les rangs serrés autour de, on ne dirait pas mensonge, mais un mythe fondateur, un mythe historique. Or, le fait est que le Maroc a la sagesse et l'intelligence de refuser de jouer ce jeu-là, de la surenchère, etc. D'où le fait que la main tendue peut-être est vécue comme étant irritante du point de vue algérien, car elle confronte l'Algérie en réalité à ses contradictions internes. Il y a eu un épisode juste avant le Covid, ou la Covid comme on dit aujourd'hui, où il y a eu des hirak en Algérie, et ça n'a été tu que par la pandémie. Donc ces contradictions internes vont-elles finir par s'imposer à nouveau en Algérie? Et l'État algérien, il peut durcir autant qu'il veut, mais il ne peut pas, je veux dire, à un certain moment les ignorer. Oui, mais là nous sommes vraiment dans une réalité qui est fondamentale. Alors, vous parlez de la main tendue marocaine. Là, je reviens encore à l'histoire. Je reviens toujours à l'histoire. Dans les années 1955-1956, le général de Gaulle propose à Sa Majesté Mohamed V une correction des frontières. De Gaulle avait bien compris que toute la partie occidentale de l'Algérie, c'était le Maroc. On y reviendra tout à l'heure. Hein, on y reviendra là-dessus, si vous voulez. Et Sa Majesté Mohamed V, dans le grand esprit de fraternité maghrébine, non, je ne veux pas régler les questions des frontières avec vous, que je respecte beaucoup. Il ne faut pas oublier que Sa Majesté Mohamed V était quand même compagnon de la Libération. Hein, c'était très proche du général de Gaulle. Et je ne veux pas régler la question des frontières avec le colonisateur sur le dos des Algériens. Entre frères maghrébins, nous nous arrangerons. Alors, frères maghrébins, guerre des sables. Hein. Bon, donc, au lieu de discuter clairement, raisonnablement, en faisant la part des choses, sans excès, d'une manière pondérée, entre gens bien élevés, les Algériens se braquent, et non seulement ils se braquent, mais ils déclenchent la guerre des sables. Donc c'est quand même eux qui déclenchent la guerre des sables. Et là, que va-t-il se passer? Et là, relisez les mémoires de Sa Majesté Hassan II, qui sont excellents. Moi, je cite ces passages dans mon livre. Le général Kétani dit à Sa Majesté, bon, c'est plus le moment de discuter, on avance, on prend l'Oranie, on prend Oran,
Et ensuite, on discute. On vous rend au rang, mais vous nous rendez. Et que dit le roi Hassan II? Il l'écrit dans ses mémoires. Hein, je cite son passage. Il dit, je n'ai pas voulu. Parce que quand on fait ce genre de choses, il faut être certain que l'on assure la paix pour au moins un siècle. Or, cela va créer des tensions permanentes qui vont provoquer des drames sur la question. Donc, non, nous allons négocier. Et les Algériens ont pris ça pour une position de faiblesse. Mais chaque fois que le Maroc a une... ou la France, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand, par exemple, les questions de la mémoire, etc., chaque avancée française dans l'argumentaire de la mémoire est considérée comme une preuve de faiblesse en Algérie. Alors que c'est considéré en France comme un souci de vérité historique, c'est considéré comme de faiblesse. Et avec le Maroc, c'est la même chose. Là, on est vraiment dans deux démarches qui sont très proches. Et, au lieu de cela, le roi Hassan II dit, bon, écoutez, voilà, parfait, les frontières coloniales ont fait que le Gourara, le Tidigelt, tout ça, les Français ont séparé ça du Maroc pour le donner à l'Algérie. On verra peut-être pourquoi tout à l'heure. Mais il y a la question du Sahara occidental. Et là, pour la question du Sahara occidental, nous comptons tout de même sur notre appui. Oui, on dit les Algériens. Puis on a vu la suite. Donc c'est toujours... Voilà, je crois que j'ai répondu à votre question. Oui, mais au fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a deux paradigmes différents. On a le Maroc qui est dans la longue durée, c'est-à-dire qui ne fait pas des petits calculs de tactique uniquement, mais il a une vision stratégique de longue durée. On a l'Algérie qui est quelque part dans le court et le moyen terme en permanence. Elle est tout le temps dans une logique, alors je dirais pas pour être méchant, gesticulation, mais uniquement dans du calcul tactique de surenchère et de provocation. Mais sur la longue durée, peut-on dire que c'est la posture du Maroc qui est gagnante? Parce qu'à la fin, c'est l'Algérie qui se retrouve, en plus d'être enclavée géographiquement, elle se retrouve enclavée également diplomatiquement. On l'a vu au niveau du continent africain, les nombreuses victoires réalisées par le Maroc par rapport à la reconnaissance de notre Sahara, par rapport à la politique consulaire, et que l'Algérie est en train de perdre parce qu'elle ne connaît que la force et que le court terme par le calcul tactique. Oui, mais parce qu'en Algérie, en fait, là je vais encore prendre une image, l'Algérie est gouvernée par l'Odjak des janissaires. C'est l'Odjak des janissaires, hein, c'est l'alliance des baïonnettes et des coffres-forts. Bon. Et donc... toute l'histoire de l'Algérie, les Ottomans ont laissé une grosse tradition en Algérie. Hein, la tradition de, comment dirais-je, de la rivalité au sein de l'Odjak des janissaires, aujourd'hui l'état-major. Regardez les purges. Ils en sont, je crois, alors, au 5e chef des renseignements, en l'espace de 4 mois. Le nombre de généraux qui ont été mis en prison, qui rentrent, qui sortent, ça rentre, ça sort, enfin, bon, c'est l'Odjak des janissaires, c'est les grands... Donc, ils sont même pas dans le court terme, ils sont dans l'immédiat et ils sont dans la survie des clans à l'intérieur du clan. Bon. Ici, nous sommes au Maroc, nous sommes dans la monarchie. La monarchie, ce que le père ne réussit pas, le fils ou le petit-fils aura le temps de le faire. Et c'est la longue durée. Si vous voulez, en Europe, c'est incompréhensible. Chez nous, en France, c'est incompréhensible parce que, bon, en France, c'est le système républicain, des élections tous les 4 ans, les gens vont mettre un papier dans l'urne. Bon, les politiques changent du jour au lendemain. Là, vous avez une continuité. Il serait tout à fait intéressant. Il faudrait qu'un jeune historien marocain fasse sa thèse là-dessus, montrer à travers le règne de Mohamed V, Hassan II et Mohamed VI, la continuité d'un certain nombre de grands projets et de grands... Ça, c'est fondamental. On va être sur le siècle. Hein. Et d'ailleurs... 1921, et jusqu'à aujourd'hui. Et montrer... Ça, c'est la force du système monarchique qui gouverne. Je ne parle pas du système monarchique anglais, c'est autre chose. Mais le système monarchique qui gouverne. Et ce qui n'est pas le cas en Algérie. Ce qui n'est pas le cas en France non plus, d'ailleurs. D'un côté, vous avez la permanence... Et de l'autre côté, vous avez l'immédiateté. Il faut tenir soit pour son pouvoir immédiat, soit pour son parti, soit pour... Voilà. Donc ce sont deux systèmes différents. Donc nous sommes dans une définition qui est une définition plus qu'existentielle.
Oui, alors d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de cette continuité. Peut-on dire que Feu Sa Majesté le roi Hassan II a été le monarque qui a réancré le Maroc dans la dimension atlantique, notamment avec de bonnes relations dans un contexte très compliqué de guerre froide, avec le monde occidental, sans pour autant être soumis au mode occidental, mais volontairement, une forme d'ouverture, et que Sa Majesté le roi Mohammed VI, c'est celui qui a permis également au Maroc de renouer avec sa profondeur continentale. Et on retrouve cette logique de cette position géographique que vous avez évoquée au tout début, c'est-à-dire cette ouverture au grand large, mais également cette ouverture sur l'autre grand large. Là, ça permettrait d'aller sur la question du Sahel, de la profondeur continentale. Votre remarque est tout à fait excellente. C'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. Vous venez de la résumer en des termes plus précis, plus concrets que moi. C'est cela. D'un côté, le règne d'Hassan II, qui a fait également vraiment rentrer le Maroc dans un autre cycle. Un cycle post-indépendance, parce que Sa Majesté Mohammed V a été le grand roi du maintien de l'identité marocaine à travers l'existence du protectorat et la sauvegarde vraiment des intérêts du Maroc et l'indépendance. Avec Sa Majesté Hassan II, on a exactement ce que vous venez de dire, et maintenant, nous avons la troisième phase, qui est le retour à la grande politique africaine. Alors, bien entendu, il y a eu le retour dans l'Union africaine. Les dizaines de voyages faits en Afrique, ce sont des dizaines de voyages, avec des liens qui sont créés, des liens économiques, etc., et des voyages qui sont d'une habileté politique remarquable, parce que ces voyages permettent à la fois de développer les relations du Maroc avec les pays africains et également de diminuer, j'allais dire jour après jour, le nombre de reconnaissances de la RASD par les pays africains. Donc il y a une double, comment dirais-je, une double évolution. Et là, il y a un jeu d'une grande finesse, mais là encore, seule une grande diplomatie peut réussir cela. J'allais dire, la diplomatie des vieilles maisons, avec des gens qui ont une continuité. C'est tout à fait intéressant. Un exemple encore tout à fait intéressant. Lorsqu'il y a les discussions qui vont se faire en 1955 pour la fin du protectorat, parmi la délégation marocaine, il y aura, j'ai oublié son nom, qui est centenaire, et qui aura déjà été dans les négociations de la période qui précède le protectorat avec la France. Donc, vous voyez la continuité du personnel, parce que donc à ce moment-là, vous pouvez vraiment avoir une politique. C'est la force, vous voyez. Moi qui suis français d'un pays républicain, je suis assez peu républicain, disons-le. Hein. Bon, mais ça ne vous aura pas échappé. Mais c'est la force de la monarchie. Oui, tout à fait, c'est la temporalité de longue durée, c'est le fait d'échapper à cette prise en otage de la cyclicité démocratique qui, quand elle devient dégénérée, comme dans certains pays, prend en otage les intérêts majeurs de la nation, ce qui n'est pas le cas au Maroc. Et d'ailleurs, j'ai une question en rapport avec le Sahel, alors sans pour autant quitter le Maroc et l'Algérie, parce qu'on va le voir. D'ailleurs, j'invite tous les gens ici présents à s'abonner à votre revue Afrique Réelle. Je suis un fervent abonné parce que ça permet aux gens d'être par Internet, mon PDF, ça permet aux gens d'être tenus au courant à travers vos décryptages mensuels. Parce que j'ai beaucoup lu dans votre revue des questions sur le Nigeria avec Boko Haram, qu'en réalité c'est une révolte ethnique, mais qui a été maquillée dans une rhétorique religieuse avec les Kanouris. Vous parlez également de l'effondrement de la Libye et la résurgence d'une certaine rébellion touareg qui ne peut pas être islamique culturellement même, mais ne peut pas l'être. Comme vous dites, chez eux, ce sont les hommes qui s'envolent et pas les femmes. Alors on a des poches de radicalisation ethnique, mais qui prennent de fait un coloriage radical, en tout cas une rhétorique religieuse, pour ne pas dire la religion en elle-même, qui est innocente. Et là, on a deux pays, le Maroc et l'Algérie, qui jouent des rôles fondamentalement différents au niveau de cette région-là. Et par rapport à la question du terrorisme, du banditisme et de la contrebande, etc. On a le Maroc qui forme des imams, notamment au niveau du Mali, du Niger, qui les forme intellectuellement au rythme malékite, qui les forme à la langue arabe, afin qu'ils puissent faire face à la rhétorique du salafo-wahhabisme, qui jouit d'une forme de monopole linguistique dans la région et d'une aura pour étendre leur idéologie. Et de l'autre côté, on a un pays, l'Algérie, qui utilise certains groupuscules terroristes comme étant une légion étrangère de l'armée algérienne,
Et on l'a vu à Tamanrasset, lorsqu'il y a eu une attaque des sites de British Petroleum, etc., qu'il y a eu des communications qui ont fuité, où des colonels algériens, littéralement, protègent Mourchad al-Mourchad, utilisent ces réseaux pour fragiliser la région. N'étant pas en train de jouer avec le feu dans ce schéma-là. Pour résumer, on va parler des Touaregs et d'Algérie, ensuite je reprendrai ce système présenté comme le mouvement djihadiste en Afrique de l'Ouest. En fait, le problème des Algériens dans la région du Sahel, c'est le problème de leur propre Touareg. Les Algériens ont une constante depuis l'indépendance qui est de surveiller tout ce qui se passe au sud de leur population touareg, de façon à éviter toute contagion, c'est-à-dire surtout pas d'autonomie des Touaregs au Mali, au Niger ou ailleurs, ça risquerait de donner des idées aux Touaregs algériens. Donc pour éviter cela, et là c'est une constante politique tout à fait sérieuse et tout à fait assumée et tout à fait, comment dirais-je, tout à fait efficace qu'ont mené les Algériens. Donc diviser les mouvements Touareg et ne jamais laisser les mouvements Touareg prendre trop d'importance. Donc, ça rejoint exactement ce que vous disiez. Pour la question de l'influence de l'Algérie et du Maroc dans le monde sahélien, disons que l'Algérie n'a traditionnellement pas d'influence, quand, tout au contraire, n'oublions pas que jusque dans les années 1820 ou 1830, à Tombouctou, la prière du vendredi était dite au nom du roi du Maroc. Parce que il y a eu le Pachalik de Tombouctou. Il y a eu l'expédition du Niger, avec toute cette région qui est passée sous le contrôle du Maroc. Ça va disparaître ensuite, mais une tradition va rester. Vont rester ce qu'on appelle les armas. Les armas, c'était qui? C'était les soldats marocains qui ont fait souche dans toute la région de Tombouctou en épousant les femmes locales et qui ont créé une aristocratie, l'aristocratie des armas, qui va être au pouvoir jusqu'à la conquête coloniale, quasiment. Et puis il y a la confrérie. Il y a comme le pèlerinage à Fès, au mausolée. Donc toute une partie de l'Ouest africain. Et puis il y a également le fait que l'Ouest africain a été islamisé à partir du Maroc, par le long des voies des caravanes. Donc il y a une tradition. C'est pas que Sa Majesté Hassan II, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, avait parfaitement résumé la situation en disant le Maroc a ses racines qui se puisent vers le sud, vers le fleuve Sénégal, et il a son feuillage qui bruit au nord de la Méditerranée, au nord du détroit de Gibraltar. Donc cette image est tout à fait excellente. Donc il y a une tradition. Et c'est pour cela que le rôle, qui est un rôle pacificateur, à travers la formation des imams, etc., les imams maliens, les imams sénégalais, les guinéens, la Guinée aussi, est tout à fait intéressante. Donc nous sommes là encore dans deux définitions. D'un côté, nous avons une continuité séculaire, pour ne pas dire disons-le millénaire, parce que les Almohavides, c'est le XIe siècle, donc on est au XXIe, bon, donc ça, 23e. Donc, et de l'autre côté, eh bien, nous avons bien entendu un État qui développe une politique vers le sud, mais une politique qui est fondée sur des critères de définition de l'immédiateté et de critères qui sont des critères qui ne sont pas inscrits dans la longue durée. Donc, votre question est tout à fait intéressante et a bien posé le problème. Bon, il y a un autre aspect, c'est que quand on voit les victoires diplomatiques du Maroc sur le continent africain, on voit qu'il y a beaucoup de pays qui étaient piégés dans un discours idéologique et un paradigme qui est aujourd'hui totalement obsolète, celui de la gauche révolutionnaire, enfin tout le paradigme anticolonial qui a structuré ces pays durant la guerre froide. Peut-on dire aujourd'hui que ce paradigme, à terme, est révolu, je veux dire qu'il est condamné, même dans des pays comme l'Afrique du Sud qui résistent encore. Parce qu'on a vu le Nigeria qui a également changé de position, qui s'est rapproché avec le Maroc, avec un projet de gazoduc. Peut-on dire que la bataille est perdue du côté algérien de ce point de vue-là? Mais je ne sais pas. Qu'il y a un renouvellement des élites dans ces pays africains qui fait que ce n'est plus, ça ne prend plus. Mais moi,
Je ne suis pas tellement dans la prospective. Je donne des éléments. Et de plus compétents que moi dans la prospective peuvent utiliser ces éléments. Ce que je vous dirais là, ce serait une impression, mais qui ne reposerait pas sur des éléments scientifiques comme tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Bon, moi, ce que je souhaite, évidemment, en tant qu'ami du Maghreb, ce que je souhaite, c'est que soit réglée une fois pour toutes, cette question stupide d'animosité de l'Algérie envers le Maroc, parce que pour l'avenir du Maghreb et pour l'avenir de la Méditerranée et pour l'avenir de nos sociétés européennes, c'est fondamental. C'est fondamental. L'Europe a un besoin essentiel. C'est pour cela que, comme je dis souvent, l'action totalement criminelle de Bernard-Henri Lévy et de Sarkozy d'avoir déclenché la guerre en Libye est une folie complète qui a déstabilisé toute une région qui était stable. Et donc l'intérêt, à la fois l'intérêt du Maghreb, et je dirais même de toute l'Afrique du Nord, de l'Égypte jusqu'au Maroc, et l'intérêt de l'Europe, l'intérêt de l'euro-méditerranée, c'est que la question algéro-marocaine soit réglée une fois pour toutes. Mais il n'est pas en notre pouvoir de la régler. Il faut savoir ce qui se passe dans la tête des Algériens. Ça ne sera réglé que par les Algériens. Ça ne sera réglé que par l'arrivée d'une nouvelle génération. Ça ne sera réglé que par l'arrivée d'une nouvelle génération qui va essayer de dire peut-être un jour, si l'on regardait devant au lieu de regarder derrière. Hein. On peut regarder derrière, oui, quand on sait vraiment d'où l'on vient, et pour rester fidèle à son passé. Mais regarder systématiquement derrière pour régler les questions d'aujourd'hui, on ne fait pas d'histoire avec ça. On ne règle pas de problème. D'ailleurs, d'autant plus qu'il y a des complémentarités évidentes entre le Maroc et l'Algérie. Mais c'est fondamental. C'est fondamental. Quand vous pensez cette frontière qui est fermée, ça pénalise complètement tout le monde, toute la région. Tout l'oriental, ça pénalise tout le monde. Et alors, bon, mais là, nous sortons complètement de mon domaine. D'accord, donc on va rester dans deux domaines. Bon, je ne suis pas au pouvoir. Non, je comprends. Non, mais la prospective est toujours un jeu hasardeux. Effectivement, on ne peut pas traiter la variable humaine comme on traiterait des éléments inertes. Alors, deux questions très rapidement. Alors, la question des États africains, pour ne pas être dans la prospective, mais dans votre domaine d'expertise, vous avez beaucoup parlé de la question de la démocratie du one man, one vote, qui est inopérante dans un schéma où la dimension ethnique est encore structurante et omniprésente. Et la démographie dans ces régions-là donne lieu à une guerre des ventres, on peut l'appeler comme ça, entre les différents groupes ethniques. Et que peut-être le basculement et le changement de position dans certains pays, par exemple comme le Nigeria, est peut-être dû au déséquilibre démographique qui se fait au sein du Nigeria au profit de la composante musulmane du Nord, qui a des liens historiques avec le Maroc, contrairement à la région protestante du Sud, qui plutôt est, voilà, pour ne pas dire hostile, mais en tout cas indifférente à la question du Maroc et qui est plus facilement manipulable par des puissances étrangères. Peut-on affirmer cela? Première question. Et dernière question, pour après échanger avec le public, parce que malheureusement on est limité par le temps. J'ai commencé par que veut l'Algérie? Bon, une question un peu, voilà, que veut la Tunisie? Oui. Que cherche la Tunisie? Parce qu'on a vu dernièrement également un changement de position assez étonnant. Dans le cas du Nigeria, je ne pense pas qu'il faille parler de géopolitique du Maroc, c'est un autre cas. La démocratie est parfaitement illustrée dans son aspect nocif dans le cas du Mali. Du Mali. Le Mali est pour moi archétypique de la catastrophe de l'imposition d'une idéologie occidentale sur un corps social totalement différent. C'est très simple. Le Mali n'existe pas, soyons clairs. Le Mali est un découpage qui a été fait par la France. La frontière nord s'est établie comment? Bien, la région était inconnue, donc une colonne est partie d'Algérie du nord vers le sud, et une colonne est partie du sud vers le nord, et au moment où la colonne venue d'Algérie a rencontré la colonne qui venait du sud, c'était la frontière. Bon. C'est un peu comme le mythe de la frontière entre Carthage et l'Égypte. Voilà. Oui, tout à fait. Les deux coureurs, tout à fait. Bon, la frontière, là. Bon, donc, si vous voulez, c'est une frontière totalement artificielle qui est là. Or, il se trouve que, à l'époque coloniale, ce n'était pas une frontière, c'était une limite administrative. Ce qui fait que les Touaregs, par exemple, qui vivaient au nord et au sud, continuent à migrer. C'était toujours dans le sein
de l'ensemble, l'AOF, la Fédération occidentale française. L'indépendance arrive. Alors là, l'indépendance, on nous dit, les puissances coloniales ont balkanisé l'Afrique. Oui et non. Oui et non. Dans le cas de la France, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs années de discussion. Et il y avait deux écoles. Il y avait l'école, j'allais dire, des coloniaux, des administrateurs coloniaux, qui disaient, c'est pas possible, on ne peut pas donner l'indépendance à des pays complètement artificiels comme le Burkina, enfin, ce qui va devenir le Burkina, etc. Il faut que l'indépendance se fasse dans le cadre d'ensemble qui soit cohérent. Par exemple, la Côte d'Ivoire est riche, il faut adosser à la Côte d'Ivoire un pays pauvre comme la Haute-Volta pour que les richesses profitent, etc. Et là, il y a eu, chez les futurs chefs d'État africains, deux écoles. Il y a eu l'école Sékou Touré, Senghor, vous voyez, deux hommes politiquement totalement différents, et de l'autre côté, l'école Houphouët-Boigny. Sékou Touré, Senghor disaient, oui, il faut des ensembles. Et l'école Houphouët-Boigny disait, non, moi je ne veux pas que l'argent des Ivoiriens passe chez les Mossis du Nord. Or, il se trouve que Houphouët était ministre français à l'époque. Hein, il était ministre. Donc, ensuite, il était lié à tout le personnel de la Troisième République, Quatrième ensuite, à vous voyez, tous ces problèmes d'apparatchik qui peuvent exister dans ces cabinets ministériels. Donc, il avait une puissance considérable. Et c'est lui qui a imposé cela. Et l'ancien ministre Mesmer, hein, qui était ministre et qui était à l'époque ministre de la France Outre-mer, l'a expliqué dans ses mémoires. Il expliquait, voilà comment ça s'est passé. Donc, nous avons donné l'indépendance à des territoires qui sont devenus des États. Alors, dans le cas du Mali, catastrophe. Pourquoi? Parce que les trois quarts du pays, les trois quarts vides, peuplés par 2% de la population, le nord. Et le reste est peuplé par les populations du sud. Or, ces populations du sud avaient vécu pendant des siècles sous la terreur des raids menés par les Touaregs. N'oublions pas que quand la conquête coloniale française se fait en 1896, elle se fait justement à la fois contre les Touaregs du nord et contre les grandes entités islamiques peules, héritières des Hadj al-Omar, etc. Et les populations du sud, les sédentaires, qui vivaient sous la terreur de ces raids nordistes ou peuls, sont en quelque sorte libérés par la colonisation. Mais ceux qui étaient les anciens dominants sont excessivement affaiblis par cela. Ils perdent leur statut. L'indépendance arrive, et dans le cadre de ces États, vivent ces populations qui sont antagonistes, et qui sont surtout très différentes au point de vue démographique. Et on leur dit, mais c'est la démocratie, donc l'addition, mais l'addition, nous les Touaregs, nous sommes 3%. On va toujours perdre, mais c'est comme au Rwanda. Le génocide du Rwanda, c'est le résultat de la démocratie. Parce que le résultat de la démocratie, j'en parlerai après. Enfin, de la démocratie, mais également du jeu des Belges qui s'était appuyé sur les Tutsis pour... la démocratie qui va réveiller l'ethnisme. Oui. La démocratie qui va exacerber l'ethnisme. Parce que, comme il n'y a pas d'adhésion à l'État, on adhère à l'ethnie. Donc les Touaregs, dès 1963, se soulèvent 5 guerres Touaregs. 5 guerres Touaregs. Jusqu'à la dernière qui va créer les actuels mouvements sur lesquels vont se greffer les djihadistes, qui ne sont que la surinfection d'une plaie ethnique. Le problème n'est pas un problème religieux, sauf dans quelques poches bien particulières avec l'État islamique. Le reste, c'est la surinfection de réalités, de plaies ethniques qui sont millénaires. Comme je le dis souvent, et comme je l'expliquais à mes stagiaires à l'école de guerre, messieurs, vous allez partir faire la guerre au Sahel, imaginons que par un coup de baguette magique, vous réussissiez à détruire tout ce qu'on appelle les katibas djihadistes, eh bien, le problème des Bambara et des Touaregs sera toujours là. Parce qu'il existe depuis 2000 ans
et il existera après. Le reste, c'est du journalisme contemporain, et ce n'est pas de l'étude sociologique, et ce n'est pas de l'étude historique. D'ailleurs, dans vos écrits, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec le public, vous dites que le Niger, contrairement au Mali, a réussi... Non, je parle du Niger, par rapport à la question Touareg. C'est qu'il a réussi à trouver une forme de compromis en ayant un Premier ministre Touareg qui permet de calmer un peu les ardeurs. Mais c'est fragile. Mais c'est fragile, mais au moins, bon, il n'y a pas de guerre, contrairement... C'est fragile. Et c'est fragile avec l'actuel président qui est d'origine arabe, etc. Donc c'est très fragile. C'est une question. Là également, nous sommes sur de la lave en fusion. Là, regardez, on a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Tout ça est très fragile. Alors, le Tchad aussi, tout est très fragile. Oui, ça, j'imagine. Dernier élément, la Tunisie. Alors, la Tunisie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'eux-mêmes ne savent pas. Mais... Je ne sais pas. Là, je dois dire que... Bon, c'est conjoncturel, juste un étouffement économique dont a profité l'Algérie ou alors, on va être mauvaise langue. Moi, je ne veux pas croire. Je ne veux pas croire que l'actuel président est vendu pour les quelques milliards de prêts. Non, je ne veux pas croire. Il y a forcément autre chose, mais il y a quoi? Je ne sais pas. Là, l'histoire nous le dira. L'histoire nous le dira. D'accord. En tout cas, Bernard Lugan, merci infiniment. Donc là, on va ouvrir... Voilà, applaudissez-le très fort. Voilà, il est agréable de pouvoir parler librement devant... parce que ce n'est pas partout. En France, par exemple, le débat est interdit. Interdit, mais il y a dans des cercles, mais c'est assez difficile. C'est assez difficile. En tout cas, vous êtes chez vous au Maroc, pas besoin de le dire et de le rappeler. Alors, je propose de récolter 3-4 questions. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, parce qu'en France, il y a le tropisme algérien en France. Oui, il y a cette logique de mémoire, de chantage. Il y a un problème de mémoire. Et puis à la gauche, c'est un autre débat. Donc merci infiniment à Bernard Lugan de nous avoir fait l'honneur encore une fois d'intervenir et d'être parmi nous. Merci au public, merci aux 360 et à monsieur Aziz Taki d'avoir rendu possible cette rencontre qui n'est que la première parmi tant d'autres. On va très probablement réinviter monsieur Lugan prochainement.